Il y a des choses dans la vie qu'on n'imagine jamais voir, et quand je les vois, mon cœur bat encore aussi fort qu'il a battu ce jour de septembre 2011. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque sur place, mais ce qui est venu après cette découverte a transformé la tragédie que nous vivions en quelque chose de si beau que je m'émouis encore aujourd'hui en y repensant. Si je raconte cette histoire telle qu'elle s'est passée, vous comprendrez que parfois Dieu place des personnes spéciales sur notre chemin, justement dans les moments les plus difficiles de notre vie. Bonjour mes chers, je m'appelle Maman Thérèse, mais vous pouvez m'appeler Mamaté, c'est comme ça que tout le monde me connaît ici. J'ai 73 ans et je suis née à Kinshasa en 1952, à une époque où la vie était plus simple, mais pas nécessairement plus facile. Aujourd'hui, je dois partager avec vous une histoire qui touche mon cœur chaque fois que je m'en souviens. Une histoire de famille, d'amour véritable, et de comment un moment de pure frayeur s'est transformé en la plus grande démonstration de générosité que j'ai jamais vue dans ma vie. Avant de commencer, je voudrais vous demander d'où nous regardez-vous? Laissez-moi savoir dans les commentaires. J'adore savoir que ma voix arrive dans tant de coins différents de ce Congo si grand. Et si vous pouvez, laissez un petit pouce en l'air parce que ça aide beaucoup cette vieille dame à continuer de raconter ses histoires. Chaque like réchauffe mon cœur et me donne la force de revivre ces souvenirs si importants. L'histoire que je vais raconter s'est passée en 2011, mais je dois remonter un peu dans le temps pour que vous compreniez tout le contexte. Ma fille Ngoya, qui a aujourd'hui 49 ans, a toujours été la lumière de ma vie. Elle est née quand j'avais 24 ans, en 1976, et depuis toute petite, c'était une fille pleine de vie, de celle qui illuminait n'importe quel endroit où elles entraient. Elle s'est mariée en 2003 avec Bopaka, un jeune homme qui avait à l'époque 31 ans, travaillait comme ingénieur civil et semblait être un homme bien. Bopaka était grand, à la peau sombre, avec cette manière sérieuse mais douce d'être. Quand il a demandé ma fille en mariage, j'étais heureuse parce que je voyais qu'il prenait bien soin d'elle, travaillait correctement et avait des projets pour l'avenir. Ils se sont rencontrés lors d'un makaya chez des amis communs en 2002 et sont tombés amoureux rapidement. Le mariage était simple mais beau à l'église du quartier, avec une petite fête dans la salle communautaire. Je me souviens de les regarder à l'autel et de demander à Dieu de protéger cette union. Les premières années de mariage ont été tranquilles. Bopaka travaillait beaucoup, voyageait parfois pour des chantiers dans d'autres villes, et Ngoya avait obtenu un bon emploi comme professeur de français dans une école privée. Il vivait dans un petit appartement confortable dans le quartier de Lemba, pas très loin de chez moi. J'y allais chaque semaine, j'apportais du fufu et du poisson salé. J'aidais pour les choses de la maison, ces choses de mère qui ne peut pas rester loin de sa fille même après son mariage. En 2011, Ngoya avait 35 ans et était au sommet de sa vie. Elle venait d'obtenir une coordination à l'école où elle travaillait, gagnait un peu mieux et semblait si heureuse. Bopaka allait bien aussi dans sa carrière, avait été promu chef de chantier dans une grande entreprise de construction. Tout semblait être sur les rails, vous voyez? Cette sensation que la vie récompensait enfin leurs efforts. C'est en mars 2011 que le monde s'est effondré. Ngoya a commencé à ressentir des douleurs dans le dos qui ne passaient pas. D'abord, elle a pensé que c'était à cause de la posture, de rester debout trop longtemps à donner cours. Ensuite, elle a pensé que ça pouvait être les reins. Mais les douleurs empiraient, et avec elles est venue une fatigue étrange, une lassitude qui ne s'améliorait pas, même quand elle se reposait. Elle, qui avait toujours été si énergique, si pleine de vie, a commencé à rentrer à la maison et à s'effondrer sur le canapé. J'ai remarqué que quelque chose n'allait pas quand je lui ai rendu visite un jeudi et que je l'ai trouvée allongée à 3 heures de l'après-midi. Ma fille n'a jamais été du genre à rester couchée en journée. Jamais. Elle a dit qu'elle était juste fatiguée, que ça avait été une semaine difficile à l'école. Mais j'ai senti cette oppression dans la poitrine, qu'une mère ressent quand elle sait que quelque chose ne va pas avec son enfant. J'ai insisté pour qu'elle aille voir un médecin, mais elle temporisait, disant que ça passerait, que ce n'était rien de grave. C'est Bopaka qui a finalement réussi à la convaincre de consulter un médecin. Il a pris un rendez-vous dans une clinique privée pour qu'elle n'ait pas à attendre dans la file du centre de santé, et ils y sont allés ensemble un vendredi matin. Le médecin a prescrit des analyses de sang,
une radio du dos, ces choses de routine. On pensait qu'on allait découvrir une hernie discale, au maximum un calcul rénal. Personne, absolument personne, n'était préparé à ce qui est venu après. Les examens ont pris 1 semaine pour être prêts. Ce fut la semaine la plus longue de la vie de Ngoya, elle me l'a raconté plus tard. Chaque jour qui passait, les douleurs s'aggravaient. Elle a commencé à prendre des médicaments contre la douleur que le médecin avait prescrits, mais ils ne faisaient pas beaucoup d'effet. La nuit, elle arrivait à peine à dormir, elle changeait de position dans le lit, cherchant une façon de se coucher qui ne fasse pas si mal. Quand le jour est arrivé de retourner chez le médecin pour avoir les résultats, j'ai proposé d'y aller avec elle, mais elle a dit que ce n'était pas nécessaire, que Bopaka irait avec elle et qu'après il m'appellerait pour me dire ce que c'était. Je suis restée à la maison ce matin-là d'avril, essayant de me distraire avec les tâches ménagères, mais mon cœur était serré. Cette sensation de mère qui ne trompe jamais. Le téléphone a sonné vers 2 heures de l'après-midi. C'était Bopaka, et à sa voix, j'ai tout de suite su que la nouvelle était mauvaise. Il pleurait, mes chers, il pleurait vraiment et arrivait à peine à parler. Il a juste dit « Mama Thérèse, vous pouvez venir ici à l'hôpital? C'est urgent. » Mon monde a tourné. J'ai pris mon sac et je suis sortie en courant, je n'ai même pas bien fermé la porte tellement j'étais désespérée. Quand je suis arrivée à l'hôpital, je les ai trouvés tous les deux assis dans une petite salle, enlacés, en train de pleurer. Ngoya s'est levée quand elle m'a vue et s'est jetée dans mes bras. C'est là qu'elle a réussi à dire les mots qu'aucune mère ne veut entendre dans sa vie. « Maman, j'ai un cancer. » Mes genoux ont fléchi, j'ai dû m'asseoir. Cancer. Ce mot terrible qu'on pense toujours qu'il arrivera aux autres. Jamais à nous, jamais à ceux qu'on aime. Le médecin a expliqué que c'était un cancer du rein droit, déjà à un stade avancé. C'est pour ça les douleurs dans le dos, parce que la tumeur avait déjà beaucoup grandi. Il a parlé de traitement, de chimiothérapie, de chirurgie, mais j'arrivais à peine à assimiler les mots. Je regardais juste ma fille, ma petite fille, et je pensais « Pourquoi ? Pourquoi elle ? Pourquoi justement elle qui a toujours pris soin de sa santé, qui n'a jamais fumé, qui a toujours été si prudente ?» Les jours qui ont suivi ont été un flou. Ngoya a dû s'arrêter de travailler, les préparatifs pour la chirurgie ont commencé, les consultations avec l'oncologue, les examens pour voir si le cancer s'était propagé à d'autres organes. Grâce à Dieu, ce n'était pas le cas, mais la tumeur au rein était grosse et agressive. Ils allèrent devoir enlever le rein entier, puis faire de la chimiothérapie pour garantir qu'il ne reste aucune cellule cancéreuse dans son corps. La chirurgie a été programmée pour la première semaine de mai. Ce furent presque 4 heures d'intervention, 4 heures pendant lesquelles Bopaka et moi sommes restés dans la salle d'attente, priant, attendant, mourant de peur. Quand le médecin est finalement sorti et a dit que tout s'était bien passé, qu'ils avaient réussi à enlever toute la tumeur, nous nous sommes effondrés en larmes là même, sans même nous soucier des autres personnes qui attendaient. La récupération de la chirurgie a été difficile. Ngoya est restée 1 semaine hospitalisée, puis elle est rentrée à la maison mais avait besoin de soins constants. Je me suis pratiquement installée dans leur appartement. Je dormais sur le canapé du salon pour pouvoir aider avec tout. Bopaka continuait à travailler parce qu'ils avaient besoin de l'argent. Les dépenses de médecins et de médicaments étaient élevées même avec l'assurance santé, alors il partait tôt et rentrait tard, mais passait toujours dans sa chambre avant toute chose, restait toujours un moment à discuter, à lui tenir la main. En juin, la chimiothérapie a commencé. Mes chers, voir une fille passer par la chimiothérapie est l'une des choses les plus douloureuses qui existent. La voir perdre ses cheveux petit à petit, devenir chaque jour plus maigre, plus faible, vomir après chaque séance, ressentir des douleurs qu'aucun médicament ne pouvait complètement soulager. Elle essayait d'être forte, essayait de sourire, mais je voyais la peur dans ses yeux. La peur de mourir, de laisser son mari, de me laisser. Bopaka a été un ange pendant toute cette période. Il travaillait toute la journée, rentrait à la maison fatigué, mais ne le montrait jamais, trouvait toujours l'énergie pour s'occuper de Ngoya, pour la faire rire, pour lui donner son bain quand elle était trop faible pour le prendre seule. Il s'est rasé la tête pour lui tenir compagnie quand ses cheveux ont commencé à tomber. Il a dit qu'ils seraient chauves ensemble. C'était quelque chose de si beau à voir, si plein d'amour.
Les séances de chimio étaient chaque lundi. On allait tôt à l'hôpital, on y restait environ 4-5 heures pendant que le poison entrait dans sa veine, parce que c'est comme ça qu'elle l'appelait, le poison qui va me guérir. Ensuite, on rentrait à la maison et commençaient les 3-4 jours de malaise, de vomissement, de faiblesse extrême. Le vendredi, elle commençait généralement à aller mieux, arrivait à manger quelque chose, à faire quelques pas dans la maison. Et puis lundi arrivait de nouveau et tout recommençait. C'est à ce rythme que nous avons passé tout le milieu de l'année. Juin, juillet, août, septembre. 4 mois de chimiothérapie intense. Ngoya est devenue si maigre que ça faisait pitié de la voir. Elle, qui avait toujours été bien en chair, avec ses joues roses, n'était plus que peau et os. Les ongles sont devenus foncés et cassants, la peau a pris cette couleur jaunâtre. Mais le pire était de voir la lumière disparaître de ses yeux. Elle était fatiguée, si fatiguée de lutter. Il y a eu un jour, en août, où elle m'a appelé dans la chambre et m'a dit « Maman, je ne sais pas si je peux continuer. Je suis fatiguée, j'ai peur, et je ne sais pas si ça vaut la peine de tant souffrir. » J'ai tenu sa main et j'ai pleuré avec elle, parce qu'il n'y avait pas de mots de réconfort qui seraient suffisants. Que pouvais-je dire? Que tout irait bien alors qu'on n'avait aucune garantie, qu'elle allait guérir alors que même les médecins ne savaient pas vraiment. J'ai seulement pu la serrer dans mes bras et lui demander de ne pas abandonner, de continuer à se battre encore un peu. Bopaka a été très inquiet quand je lui ai raconté cette conversation. Il a compris que Ngoya se décourageait, perdait la volonté de lutter, et il avait peur qu'elle abandonne le traitement. C'est là qu'il a commencé à penser à quelque chose qui pourrait lui donner de l'espoir, quelque chose qui lui donnerait envie de continuer à vivre. Un soir, c'était déjà septembre, il est rentré à la maison plus tôt que d'habitude. Ngoya s'était déjà endormie, elle dormait beaucoup à cause des médicaments et de la fatigue. J'étais dans la cuisine en train de préparer une soupe légère pour quand elle se réveillerait avec faim. Bopaka s'est assis à table et m'a regardé avec un air étrange, comme s'il prenait courage pour dire quelque chose. « Mama Thérèse », a-t-il commencé, et j'ai tout de suite eu ce pressentiment que les mères ont. Je dois vous parler de quelque chose d'important. C'est à propos de Ngoya, de son traitement. Mon cœur s'est emballé. Est-ce que le médecin avait donné une mauvaise nouvelle que je ne connaissais pas? Est-ce que ça avait empiré? Je me suis assise aussi, préparée à n'importe quoi. Ce qu'il m'a raconté ensuite était si inattendu, si surprenant, que je suis restée sans voix. Bopaka a dit qu'il avait passé les dernières semaines à faire des recherches sur les traitements complémentaires pour le cancer, des choses qui pourraient aider en plus de la chimiothérapie. Il avait lu sur l'alimentation, sur les exercices légers, sur la méditation et les thérapies alternatives. Mais ce qui avait le plus attiré son attention était l'importance du bien-être émotionnel et de l'espoir dans le processus de guérison. Il avait lu des études, parlé avec des médecins, recherché des cas d'autres personnes qui avaient vécu la même chose que Ngoya. Et il était arrivé à la conclusion que sa femme avait besoin de quelque chose qui lui donne vraiment de l'espoir, quelque chose de concret pour se battre, un objectif au-delà de simplement ne pas mourir. Elle avait besoin d'un rêve, d'un projet, de quelque chose qui lui donne envie de se réveiller chaque jour. C'est là qu'il m'a parlé de son idée. Une idée folle, absurde, qui allait exiger beaucoup de sacrifices de sa part, mais qu'il était prêt à faire. Il a dit « Mama Thérèse, je vais montrer à Ngoya que son avenir peut encore être beau, qu'il y a encore beaucoup de belles choses qui l'attendent. Je vais lui faire un cadeau qui va complètement changer notre vie. » Je n'ai pas compris au début ce qu'il voulait dire. Quel cadeau était-ce? Il a alors commencé à expliquer, et plus il parlait, plus mes yeux se remplissèrent de larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mes chers. C'étaient des larmes d'émotion pure, de voir jusqu'où l'amour d'un homme pour sa femme pouvait aller. Bopaka avait décidé qu'il allait construire une maison pour eux. Pas n'importe quelle maison, mais la maison de rêve de Ngoya. Il savait exactement comment elle la voulait parce qu'elle en parlait toujours, depuis avant leur fiançailles. Elle rêvait d'une maison avec jardin, avec une véranda où elle pourrait prendre son café du matin en regardant les plantes, avec une grande cuisine où elle pourrait cuisiner et recevoir les amis, avec une cour où elle pourrait un jour voir les petits-enfants jouer. Mais ce n'était pas tout. Le cadeau n'était pas juste la promesse d'une maison. C'était la certitude de celle-ci.
Bopaka avait économisé de l'argent pendant des années. Il avait mis de côté chaque franc qu'il pouvait. Il avait acheté une parcelle il y a 2 ans, bien avant que Ngoya ne tombe malade, dans un quartier tranquille du côté de Masina. La parcelle était belle, dans une rue arborée, avec beaucoup d'espace. Il n'en avait jamais parlé à Ngoya, parce qu'il voulait que ce soit une surprise quand ils auraient assez d'argent pour commencer à construire. Maintenant, avec sa maladie, Bopaka avait décidé d'avancer les projets. Il allait utiliser tout l'argent qu'ils avaient mis de côté pour la retraite, il allait prendre un prêt à la banque, il allait faire des heures supplémentaires, il allait travailler le week-end s'il le fallait, mais il allait construire cette maison. Et le plus important, il allait construire avec elle, participant à chaque décision, à chaque choix, donnant son avis sur chaque détail. Mais il y avait plus. Et c'est là que l'histoire devenait encore plus émouvante. Bopaka n'allait pas engager une entreprise de construction pour faire le travail. Lui-même, en tant qu'ingénieur civil, allait coordonner et participer à la construction. Il allait faire une bonne partie du travail de ses propres mains. Ce n'était pas par économie, bien que ça aide. C'était parce qu'il voulait que Ngoya voie son mari littéralement construire leur avenir, brique par brique, mur par mur. Il allait commencer les week-ends, engager quelques maçons pour aider pendant la semaine, et lui-même serait là chaque fois qu'il le pourrait, montant ses murs, installant les fenêtres, posant les tuiles, et il voulait que Ngoya y aille chaque fois qu'elle se sentirait assez bien, pour voir le progrès, pour sentir que c'était réel, qu'il y avait un avenir qui l'attendait après la fin du traitement. Quand Bopaka a fini de me raconter tout ça, je pleurais tellement que j'arrivais à peine à parler. J'ai serré cet homme dans mes bras et j'ai remercié Dieu d'avoir mis quelqu'un comme ça dans la vie de ma fille. Il m'a demandé le secret, a dit qu'il voulait raconter à Ngoya dans un moment spécial, de la bonne manière. Et il m'a demandé de l'aide pour organiser la surprise. Nous avons passé les jours suivants à tout planifier dans les moindres détails. Bopaka voulait emmener Ngoya à la parcelle un samedi, lui montrer l'endroit, révéler que c'était à eux, et ensuite raconter le plan de construire la maison. Il avait même fait des dessins, des plans de base de comment serait la maison, basés sur tout ce qu'il savait qu'elle voulait. Le samedi convenu est arrivé. C'était un beau matin de septembre, beau soleil mais pas trop chaud. Ngoya avait eu une meilleure semaine, elle se sentait un peu plus en forme. Bopaka a dit qu'il voulait l'emmener faire un tour, prendre l'air, que ça lui ferait du bien de sortir un peu de la maison. Je suis restée à l'appartement, rangeant les choses, mais mon cœur était là-bas avec eux, impatiente de savoir comment serait sa réaction. Ils sont revenus environ 3 heures plus tard, et je les ai entendus entrer dans l'appartement. J'ai entendu la voix de Ngoya, et elle pleurait. Mon cœur s'est glacé pendant 1 seconde, jusqu'à ce que j'entende que c'était des pleurs de joie. Elle est entrée dans le salon en me cherchant, avec les yeux rouges mais brillants, d'une façon que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle s'est jetée dans mes bras et a dit « Maman, il a acheté une parcelle. Il va construire une maison pour nous. Notre maison, maman, la maison dont j'ai toujours rêvé. » La transformation en elle a été immédiate. Ngoya, qui était découragée, qui avait parlé d'abandonner, avait soudain une nouvelle lumière dans les yeux. Elle a commencé à parler de la maison avec un enthousiasme que je n'avais pas vu depuis longtemps. Elle parlait des couleurs des murs, de où serait chaque pièce, du jardin qu'elle voulait planter, de la véranda où elle allait mettre un hamac. Bopaka lui a montré les dessins qu'il avait faits, et ils ont passé des heures là, tous les deux penchés sur ces papiers, faisant des changements, ajoutant des détails, rêvant ensemble. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu ma fille parler de l'avenir avec espoir, avec envie, avec la certitude qu'elle serait là pour voir tout ça terminer. Le lundi suivant, il y a eu la chimiothérapie. Mais cette fois, c'était différent. Ngoya est allé avec un autre état d'esprit, parlant de la maison aux infirmières, montrant les dessins que Bopaka avait faits. Quand le malaise de la chimio est arrivé, elle l'a mieux supporté, parce qu'elle pensait à la maison, imaginant comment ce serait d'y vivre. Bopaka a commencé les travaux le week-end suivant. Il s'est levé tôt ce samedi, a rassemblé les outils, a engagé 2 maçons pour aider et a commencé par les fondations. Ngoya n'a pas pu y aller ce premier jour parce qu'elle était encore très faible de la chimio, mais il a pris des photos de chaque étape, a enregistré des vidéos expliquant ce qu'il faisait et lui a tout montré quand il est rentré à la maison le soir. La routine a complètement changé à partir de là. Bopaka travaillait pendant la semaine à son emploi, rentrait à la maison, s'occupait de Ngoya,
et les week-ends allait à la parcelle travailler sur la construction. Il était épuisé, mes chers, je voyais la fatigue dans ses yeux, mais il ne se plaignait jamais. Il disait que chaque brique qu'il posait était une brique d'espoir, c'était une partie de leur avenir qu'il construisait de ses propres mains. Ngoya a commencé à suivre le progrès comme un enfant suit le calendrier en attendant Noël. Bopaka emmenait l'ordinateur portable le week-end et prenait des dizaines de photos du chantier. Le lundi soir, quand elle allait déjà un peu mieux de la chimio, ils s'asseyaient ensemble et il lui montrait photo par photo, expliquant chaque détail de ce qui avait été fait. Elle donnait son avis sur tout, choisissait où serait chaque prise, chaque interrupteur, la hauteur des fenêtres, la couleur des portes. Je me suis mise à accompagner Bopaka certains week-ends, j'apportais la nourriture pour les gens qui travaillaient, j'aidais comme je pouvais. Voir ces murs monter, c'était voir l'espoir se matérialiser. Chaque brique posée était une preuve que l'avenir existait, que ça valait la peine pour Ngoya de continuer à se battre. Le chantier est devenu une thérapie pour nous tous. Ngoya attendait avec impatience les photos du week-end. Bopaka a trouvé dans la construction une façon de canaliser l'angoisse et la peur qu'il ressentait pour la santé de sa femme. Et j'ai vu dans tout ça une démonstration d'amour si grande, si pure, qu'elle renouvelait ma foi en l'humanité chaque semaine. Il y a eu un week-end, déjà en octobre, où Ngoya s'est réveillée en se sentant mieux. C'était la dernière séance de chimiothérapie le lundi précédent, et elle semblait avoir plus d'énergie. Bopaka a suggéré qu'elle aille voir le chantier en personne, même si ce n'était que pour quelques minutes. Elle a accepté tout de suite. Quand nous sommes arrivés là-bas, mes chers, la scène que j'ai vue, je ne l'oublierai jamais. Les murs étaient déjà montés, on pouvait voir toute la structure de la maison. Ngoya est descendue de la voiture, appuyée sur le bras de Bopaka parce qu'elle était encore faible et elle est restée là debout à regarder ça. Les larmes ont commencé à couler sur son visage, mais elle souriait. Elle souriait vraiment, de cette façon dont elle n'avait pas souri depuis des mois. Elle est entrée lentement, a passé par chaque pièce, a touché les murs comme si elle ne croyait pas que c'était réel. Elle s'est arrêtée dans ce qui allait être la cuisine et a dit « Ici je vais faire tant de déjeuner du dimanche, ici on va recevoir toute la famille. » Ensuite elle est allée dans ce qui allait être leur chambre et a dit « Ici je vais dormir en paix après que tout ça soit passé. » Mais elle est allée dans la cour et a dit « Ici je vais voir mes petits-enfants jouer un jour. » Petits-enfants. Elle a parlé de petits-enfants. Ma fille, qui quelques semaines auparavant pensait à abandonner le combat, maintenant faisait des plans non seulement pour son avenir, mais pour l'avenir des enfants qu'elle n'avait même pas encore eus. C'est à ce moment-là que j'ai su, au fond de mon cœur de mère, qu'elle allait vaincre cette maladie. Parce qu'elle s'était remise à rêver, elle s'était remise à croire que demain existait. Bopaka l'a serrée dans ses bras, là, au milieu de ce chantier, tous les deux entourés de briques et de ciment, et je l'ai entendu dire doucement « Tu vas voir tout ça terminer, mon amour. Tu vas vivre dans cette maison. On va vieillir ensemble ici. » Et elle a répondu « Je sais. Maintenant je sais que je vais y arriver. » Dans les mois suivants, la vie est devenue une routine de suivi médical et de construction. La chimiothérapie s'était terminée en octobre, mais Ngoya devait encore faire des examens réguliers pour surveiller que le cancer ne soit pas revenu. Chaque examen était un moment de tension, de peur, mais aussi d'espoir. Et chaque fois que les résultats arrivèrent propres, sans signe de cancer, c'était la fête. La maison montait vite. Bopaka était obsédé, travaillait avec une dévotion que je n'avais jamais vue. Il accomplissait la promesse qu'il avait faite, de construire littéralement leur avenir. En novembre, le toit était terminé. En décembre, les finitions intérieures ont commencé. Ngoya allait déjà beaucoup mieux, les cheveux commençaient à repousser, les forces revenaient peu à peu. Elle s'est mise à aller au chantier chaque semaine, rester là des heures à choisir les carreaux, les robinets, les sanitaires. C'est elle qui a choisi chaque détail de cette maison, la couleur des murs de chaque pièce, le type de sol de la cuisine, le modèle des fenêtres, la hauteur du bac de la buanderie. Bopaka tenait à ce que chaque décision passe par elle, parce qu'il disait que cette maison devait avoir son âme dans chaque coin. J'ai été impressionnée par le travail de mon gendre.
Lui qui travaillait déjà toute la journée à son emploi, trouvait encore l'énergie pour aller au chantier, pour coordonner les maçons, pour faire lui-même une bonne partie des travaux de finition. Il a installé chaque luminaire, a peint plusieurs murs personnellement, a posé toutes les portes de ses propres mains. Il construisait littéralement cette maison avec amour, au sens le plus réel du mot. Le passage de l'année 2011 à 2012 a été spécial. Ngoya allait déjà beaucoup mieux, reprenait du poids. Les cheveux repoussaient courts, mais repoussaient. Les examens restaient propres, sans aucun signe de cancer. Et la maison était presque terminée. Nous avons passé le réveillon dans l'appartement encore, mais nous avons fait un toast là à minuit, tous les trois. Et Ngoya a dit « L'année prochaine, on va fêter dans la nouvelle maison ». En janvier 2012, la maison était terminée. Il n'y avait rien de luxueux, ce n'était rien d'ostentatoire, mais c'était parfait. C'était tout ce dont Ngoya avait rêvé et un peu plus. Bopaka avait réussi à faire quelques détails supplémentaires qu'elle n'attendait même pas. Un potager dans la cour, parce qu'elle avait toujours voulu planter des condiments, un espace couvert sur la véranda pour qu'elle puisse y rester même quand il pleuvait. Un petit dressing dans leur chambre, parce qu'elle avait toujours rêvé d'en avoir un. Le déménagement s'est fait un samedi ensoleillé de février. Ngoya était radieuse, encore chauve, mais radieuse. Elle avait commencé à porter des foulards colorés sur la tête qui lui allaient très bien. Quand elle est entrée dans la maison terminée, avec tous les meubles en place, elle est restée sans voix. Elle a marché dans chaque pièce en pleurant, touchant les murs, ouvrant les fenêtres, testant les robinets. Quand elle est arrivée dans la cuisine, elle s'est arrêtée devant le plan de travail et s'est mise à pleurer plus fort. Bopaka a couru inquiet, a pensé qu'elle ne se sentait pas bien, mais elle a dit que non, qu'elle était juste trop émue. Elle a dit « Je pensais que j'allais mourir. J'étais sûre que je ne verrais pas ce jour. Et regarde où je suis. Regarde ce que tu as fait pour moi. » Bopaka l'a serrée dans ses bras et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste construit la maison où on va vivre le reste de notre vie ensemble. Chaque brique que j'ai posée était une prière demandant à Dieu de te guérir. Et il a écouté. Tous les deux sont restés là enlacés en pleurant, et je pleurais avec eux, voyant cette scène d'amour si pure, si vraie. La maison est devenue un symbole de victoire pour nous tous. Ce n'était pas juste une maison, c'était la preuve que Ngoya avait vaincu le cancer, que l'amour avait vaincu la peur, que l'avenir avait vaincu la maladie. Chaque pièce de cette maison avait une histoire, avait la sueur de Bopaka, avait les larmes d'espoir de Ngoya, avait mes prières. Dans les mois suivants, la vie est revenue à la normale petit à petit. Ngoya continuait à faire des examens réguliers et chaque résultat propre était une victoire. Elle est retournée travailler en avril, mi-temps au début, puis à temps plein. Les cheveux ont repoussé et sont devenus encore plus beaux qu'avant, plus fournis, avec des boucles naturelles qu'elle n'avait pas avant. Elle plaisantait en disant que le cancer lui avait offert des boucles en cadeau. Bopaka est retournée à ne travailler que pendant la semaine. Les week-ends maintenant étaient pour s'occuper du jardin de la maison, faire ces petits ajustements dont toute maison neuve a besoin, et surtout pour profiter avec Ngoya. Il passait des heures sur la véranda, elle lisant un livre pendant qu'il s'occupait des plantes, parlant de rien et de tout. Je les visitais chaque semaine, bien sûr. Je n'arrivais pas à rester loin de ma fille. J'apportais du fufu et du poisson chaque semaine, j'aidais pour les choses de la maison, et surtout, je restais là à discuter, à rattraper le temps. La maison était devenue mon endroit préféré au monde, parce que chaque coin me rappelait la victoire qu'on avait obtenue ensemble. Ce que je n'avais pas encore raconté, et qui est la partie qui touche le plus mon cœur jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé un jour de septembre 2012, exactement 1 an après ce jour où Bopaka m'avait raconté le plan de la maison. Ngoya faisait les examens de routine d'1 an sans cancer, et on attendait les résultats avec cette anxiété habituelle. Même si les examens précédents s'étaient tous bien passés, on ne se détendait jamais complètement. Il y avait toujours cette petite peur au fond du cœur. J'étais allée chez eux ce jour-là parce que je savais que Ngoya allait avoir les résultats l'après-midi, et je ne voulais pas qu'elle soit seule à attendre. Bopaka avait réussi à sortir plus tôt du travail et est arrivé à la maison vers 3 heures de l'après-midi. On est restés là tous les trois, assis dans le salon,
attendant l'appel du médecin. L'accord était que dès que les examens seraient prêts, le docteur appellerait pour donner le résultat. Le téléphone a sonné vers 4h30. Ngoya a répondu, avec la main tremblante. Bopaka et moi sommes restés là à côté d'elle, essayant de comprendre par l'expression de son visage ce que le médecin disait. Elle est restée en silence quelques minutes à écouter, et soudain, son visage s'est transformé. Un énorme sourire s'est ouvert, les larmes ont commencé à tomber, et elle a dit « Merci docteur, merci beaucoup ». Quand elle a raccroché le téléphone, elle s'est jetée dans les bras de Bopaka et a crié « C'est propre, tout est propre, 1 an sans aucun signe de cancer ». On a tellement pleuré ce jour-là que je pense qu'on aurait pu remplir un seau avec les larmes. C'étaient des pleurs de soulagement, de bonheur, de gratitude. 1 an auparavant, Ngoya pensait à abandonner le combat. Et maintenant la voilà, guérie, forte, vivant dans la maison de ses rêves, avec le mari qui avait littéralement construit leur avenir. C'était difficile de croire que tant de belles choses pouvaient arriver après tant de souffrances. C'est à cette époque que Ngoya a commencé à faire quelque chose que j'ai trouvé très beau. Elle a commencé à rendre visite à d'autres femmes qui passaient par la chimiothérapie dans le même hôpital où elle s'était fait soigner. Ce n'était rien de formel, ce n'était pas un groupe de soutien ni rien d'organisé, c'était juste elle qui allait là-bas discuter, donner du courage, montrer qu'il était possible de survivre, qu'il y avait une vie après le cancer. Elle apportait des foulards colorés à offrir aux femmes qui perdaient leurs cheveux, racontait son histoire, montrait des photos de la maison que son mari avait construite pendant qu'elle se battait. Bopaka l'accompagnait parfois. Il discutait avec les maris, avec les familles, racontait comment ça avait été pour lui de voir sa femme passer par tout ça, comment il avait trouvé dans la construction de la maison une façon de maintenir l'espoir vivant. Beaucoup d'hommes pleuraient en l'écoutant parler, parce qu'ils s'identifiaient à cette peur, à cette sensation d'impuissance de voir la personne aimée souffrir et de ne rien pouvoir faire. Il y a eu un cas qui nous a beaucoup touchés. C'était une jeune femme, elle devait avoir environ 28 ans, qui venait de découvrir un cancer du sein. Elle était dévastée, pensait que la vie était finie, qu'elle ne serait plus jamais heureuse. Son mari était perdu, ne savait pas comment l'aider. Ngoya a discuté des heures avec elle, lui a montré des photos de comment elle était pendant le traitement et comment elle était maintenant, 1 an après. Elle lui a montré la maison, a raconté toute l'histoire de comment Bopaka avait fait tout ça. Le mari de la jeune femme est resté à parler avec Bopaka, et quelques jours plus tard, il a appelé mon gendre pour demander des conseils. Il a dit qu'il voulait faire quelque chose de spécial pour sa femme aussi, quelque chose qui lui donne de l'espoir. Bopaka a passé des heures au téléphone avec lui, donnant des idées, expliquant comment ça s'était passé, comment il avait tout planifié. Je ne sais pas exactement ce que le jeune homme a décidé de faire, mais je sais qu'il est sorti de cette conversation avec un plan, avec une direction. Ça s'est répété plusieurs fois dans les mois suivants. Ngoya et Bopaka sont devenus une sorte d'exemple pour beaucoup de couples qui affrontèrent le cancer. Pas parce qu'ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'ils avaient montré que l'amour véritable trouve des façons créatives de maintenir l'espoir vivant dans les moments les plus difficiles. La maison que Bopaka avait construite était la preuve physique que ça valait la peine de se battre, que l'avenir existait même quand ça semblait impossible. En 2013, 2 ans après le diagnostic, Ngoya a reçu la nouvelle dont rêve tout patient atteint de cancer. Elle était officiellement guérie. Elle n'avait plus besoin de faire des examens si fréquents, pouvait considérer ce chapitre de sa vie comme clos. La fête qu'on a faite ce jour-là était petite, juste la famille proche, mais elle était pleine de sens. On a trinqué là sur la véranda de la maison, dans cet espace que Bopaka avait construit en pensant à ce jour, et on a remercié Dieu d'avoir donné à Ngoya la chance de vivre, de voir tout ça terminé, d'en profiter. Le temps a passé et la vie a suivi son cours naturel. Ngoya a continué à travailler comme professeur, maintenant avec une perspective différente sur tout. Elle disait qu'après avoir affronté le cancer, les problèmes du quotidien semblaient si petits, si insignifiants. Elle avait appris à valoriser chaque moment, chaque rire, chaque café du matin sur la véranda de la maison en regardant le jardin. Bopaka aussi a changé après tout ça. Il a toujours été un bon mari,
Mais après l'expérience du cancer, il est devenu encore plus attentionné, plus présent. Il avait appris que la vie est trop courte pour remettre à plus tard les démonstrations d'amour, pour garder les sentiments. Il tenait à dire chaque jour à Ngoya combien il l'aimait, combien elle était importante pour lui. La maison a continué à être le centre de leur vie. Ils s'occupèrent de cet espace avec tant d'affection, comme si chaque coin était sacré. Et il l'était, d'une certaine façon. Chaque mur avait une histoire, chaque pièce avait un souvenir du combat qu'ils avaient mené ensemble. Le jardin que Bopaka avait fait a poussé joliment, plein de fleurs colorées que Ngoya arrosait chaque matin. Le potager a donné des condiments frais qu'elle utilisait pour cuisiner. Tout dans cette maison avait du sens, avait une âme. En 2014, 3 ans après le diagnostic, quelque chose s'est passé qui a complété leur bonheur d'une façon que personne n'attendait. Ngoya a découvert qu'elle était enceinte. Mais chère, quand elle m'a annoncé cette nouvelle, j'ai cru que mon cœur allait sortir de ma bouche tellement j'étais émue. Une femme qui avait affronté le cancer, qui avait fait de la chimiothérapie lourde, qui avait eu un rein enlevé, était enceinte. C'était presque un miracle. Les médecins ont été surpris aussi. Ils ont expliqué que la chimiothérapie aurait pu affecter sa fertilité, qu'il n'était pas garanti qu'elle pourrait tomber enceinte. Mais la voilà, à 38 ans, attendant un bébé. Bopaka a pleuré quand il l'a appris. Lui qui avait construit cette maison en rêvant du jour où il verrait les petits-enfants de Ngoya jouer dans la cour, maintenant allait avoir la chance de voir son propre enfant grandir là. La grossesse a été suivie de près par les médecins, bien sûr. Il y avait toujours cette inquiétude de savoir si son corps allait tenir, s'il n'y aurait pas de complications à cause du traitement qu'elle avait fait des années auparavant. Mais Ngoya a passé les 9 mois entiers sans aucun problème sérieux. Elle avait un peu de nausée au début, comme toute femme enceinte, mais rien de grave. Le ventre a grandi joliment, rond, parfait. J'ai passé ces 9 mois à prier chaque jour, demandant à Dieu de protéger ma fille et mon petit-fils. Après tout ce qu'on avait vécu, l'idée que quelque chose puisse mal se passer pendant la grossesse me terrifiait. Mais Ngoya était tranquille, confiante. Elle disait qu'elle avait survécu au cancer, qu'elle n'avait plus peur de rien dans la vie. Bopaka est devenu encore plus attentionné avec elle pendant la grossesse. Il ne la laissait faire aucun effort, portait les courses du marché, faisait la cuisine quand elle était fatiguée, lui massait les pieds quand il gonflait. Il a préparé la petite chambre du bébé avec tant d'affection, a peint les murs d'un jaune clair, a monté le berceau, a tout organisé. C'était une petite chambre mais pleine d'amour, pleine d'attente. Le bébé est né en mars 2015, un beau petit garçon, en bonne santé, parfait. Quand Ngoya m'a appelé de l'hôpital pour m'annoncer qu'il était né, que tout allait bien pour elle et pour le bébé, je me suis effondrée en larmes là même. 4 ans auparavant, je pensais que j'allais perdre ma fille à cause du cancer. Et maintenant, elle venait de donner naissance à un beau-fils. Elle était vivante, elle était forte, elle était heureuse. Ils ont donné le nom de Mbouyi au petit garçon, en hommage au père de Bopaka, qui était décédé quelques années auparavant. Mbouyi était le portrait craché de son père. Même tout petit, on pouvait déjà voir qu'il avait pris les traits de Bopaka. Mais il avait le caractère de sa mère, cette vivacité, cette lumière dans le regard que Ngoya a toujours eue. Voir Ngoya avec son fils dans les bras a été l'une des plus belles scènes de ma vie. Elle regardait ce bébé avec tant d'amour, avec tant de gratitude d'être vivante pour vivre ce moment. Elle m'a dit une fois, quand Mbouyi avait environ 2 mois, « Maman, si j'avais abandonné là-bas en 2011, je n'aurais jamais connu mon fils. J'aurais raté tout ça. » Et les larmes coulaient sur son visage pendant qu'elle berçait le petit. Bopaka était un père dévoué, de ceux qui se réveillent la nuit pour aider avec le bébé, qui changent les couches sans se plaindre, qui passent des heures à bercer quand l'enfant ne veut pas dormir. Le voir avec Mbouyi dans les bras, marchant dans la cour de cette maison qu'il avait construite, c'était voir un homme accompli, complet. Il avait littéralement construit l'avenir dont il avait rêvé, la maison, la famille, la vie qu'il voulait. Mbouyi a grandi dans cette maison entourée d'amour. Dans les premiers mois, Ngoya était en congé maternité et a profité de chaque seconde avec son fils. Elle l'allaitait sur la véranda, en regardant le jardin que le père avait planté.
Elle le faisait dormir dans la petite chambre que le père avait peinte. Elle lui donnait son bain dans la salle de bain dont elle avait elle-même choisi les carreaux. Chaque moment de soin pour ce bébé se passait dans un espace qui avait été construit avec amour, avec espoir, avec foi en l'avenir. Quand Mbouyi a commencé à ramper, c'était émouvant de le voir explorer cette maison. Il allait de pièce en pièce en découvrant les espaces, touchant les murs, regardant les fenêtres. Bopaka plaisantait en disant que le petit inspectait le travail de son père, voyait si tout était bien fait. Et je regardais cette scène, et je pensais à quel point la vie est surprenante, à comment l'avenir qui semblait impossible était devenu réalité. Mbouyi a commencé à faire ses premiers pas dans la cour de la maison, dans cet espace que la grand-mère Ngoya avait imaginé plein de petits-enfants jouant quand la maison n'était encore qu'un projet. Ils tombaient sur l'herbe, se relevaient, essayaient encore, avec cette détermination que les enfants ont. Bopaka restait là prêt à le retenir s'il tombait mal, mais le laissant apprendre, le laissant conquérir cet espace qui avait été fait en pensant à lui, même avant qu'il n'existe. Dans les années suivantes, leur vie n'a été que joie. Mbouyi a grandi fort, en bonne santé, intelligent. Ngoya est retourné travailler quand il a eu 1 an, mais a obtenu un horaire réduit à l'école pour pouvoir passer plus de temps avec son fils. Bopaka a continué à travailler dur, mais trouvait toujours du temps pour la famille, pour les week-ends avec son fils, pour les après-midi du dimanche dans la cour. La maison s'est remplie de bons souvenirs au fil du temps. Les anniversaires de Mbouyi, célébrés dans la cour, avec un gâteau fait maison que Ngoya préparait, avec les petits copains de l'école qui couraient sur l'herbe. Les Noëls en famille, tout le monde réuni dans le salon que Bopaka avait planifié en pensant à ces moments. Les déjeuners du dimanche avec la table pleine, avec de la nourriture en abondance, avec des rires et des histoires. J'ai continué à les visiter chaque semaine, bien sûr. Voir mon petit-fils grandir dans cette maison, voir ma fille vivante et heureuse, voir mon gendre épanoui, c'était la plus grande bénédiction que j'aurais pu recevoir dans la vie. Parfois je restais là sur la véranda, buvant un café que Ngoya avait préparé, regardant Mbouyi jouer dans la cour, et je remerciais Dieu de ne pas avoir pris ma fille, de lui avoir donné la chance de vivre tout ça. Bopaka a bien vieilli. Lui qui avait tellement travaillé pendant la construction de la maison, qui s'était tant dévoué à s'occuper de Ngoya pendant le traitement, a gardé cette manière attentionnée, soigneuse. Il a continué à s'occuper du jardin avec affection, plantant toujours de nouvelles fleurs, arrangeant toujours quelque chose dans la maison. Ce n'était pas par nécessité, c'était vraiment par amour. C'était sa façon de continuer à construire cet avenir qu'il avait commencé à ériger brique par brique en 2011. Ngoya aussi a bien vieilli. Ses cheveux, qui étaient tombés pendant la chimiothérapie et avaient repoussé avec des boucles, elle les a laissés pousser longs. Parfois, elle les attachait en queue de cheval, parfois elle les laissait détacher, mais elle en prenait toujours soin avec affection. Elle disait que chaque mèche de cheveux était une victoire. C'était la preuve que son corps s'était rétabli, qu'elle était vivante. En 2018, 7 ans après le diagnostic, Ngoya a fait des examens de routine et le médecin lui a donné son congé définitif. Il a dit qu'elle n'avait plus besoin de revenir, qu'elle pouvait considérer ce chapitre complètement clos. Elle a pleuré dans le cabinet, m'a appelé tout de suite après pour me raconter. C'était la fermeture officielle de cette phase, la confirmation qu'elle avait vraiment vaincu le cancer, que la maladie ne reviendrait plus la hanter. Cette même année, ils ont fait une fête dans la maison. Ce n'était l'anniversaire de personne, ce n'était pas une date spéciale, c'était juste une célébration de la vie. Ils ont invité les amis, la famille, les gens qui avaient été avec eux pendant les moments difficiles. Il y a eu un nganda dans la cour, de la musique, des enfants qui couraient, des gens qui riaient et discutaient. Et au milieu de la fête, Bopaka a demandé l'attention de tout le monde. Il s'est tenu là debout, avec Ngoya à côté et Mbouyi dans les bras, et a fait un discours émouvant. Il a parlé de comment 7 ans auparavant, ils affrontaient le cancer, de comment il avait décidé de construire cette maison comme une façon de donner de l'espoir à sa femme. Il a parlé de chaque brique qu'il avait posée, de chaque mur qu'il avait érigé, de chaque détail qu'il avait planifié.
Il a parlé de comment cette maison était devenue bien plus qu'un espace physique. Elle était devenue un symbole d'amour, de foi, de victoire. Et puis, il a regardé Ngoya et a dit quelque chose qui a fait pleurer tout le monde. « J'ai construit cette maison pour qu'on vive l'avenir ensemble, et regarde où on est. Toi guérie, forte, belle, notre fils qui grandit en bonne santé, notre famille réunie ici, dans cet espace que j'ai fait en pensant à toi. Chaque jour où je me réveille dans cette maison, je remercie Dieu que tu sois vivante, de m'avoir donné la chance de construire cet avenir à tes côtés. » Ngoya n'a pas pu répondre. Elle l'a juste serré dans ses bras et a pleuré. Tout le monde a applaudi, ému par cette déclaration d'amour si sincère, si profonde. J'ai regardé ce couple-là, tous les deux enlacés, leur fils au milieu, la maison autour pleine de vie et d'amour, et j'ai pensé que c'était ce que la vie devrait être, des gens qui s'aiment, qui luttent ensemble, qui construisent littéralement l'avenir quand tout semble perdu. Mbuyi a grandi en entendant l'histoire de comment son père avait construit la maison où il vivait. Ngoya lui racontait, lui expliquait que quand il était dans le ventre de maman encore, avant même d'exister, papa avait déjà fait cette maison en pensant à lui. Le petit garçon regardait les murs avec admiration, comme s'ils étaient magiques. Et d'une certaine façon, ils l'étaient, parce qu'ils avaient été érigés avec un type de magie que seul l'amour véritable peut créer. Quand Mbuyi a eu 6 ans, en 2021, il a commencé à poser plus de questions sur l'histoire de sa mère. Il avait entendu des conversations, avait vu la cicatrice de la chirurgie sur le ventre de Ngoya quand elle se changeait, et était curieux. Ngoya s'est assise avec lui un jour et lui a expliqué, avec des mots qu'un enfant peut comprendre, qu'elle avait été très malade avant sa naissance, qu'elle avait eu une maladie appelée cancer, mais qu'elle était guérie. Mbuyi a demandé si elle avait eu très peur, si ça avait fait mal. Et Ngoya, avec cette honnêteté que seule une mère a avec son fils, a dit que oui, qu'elle avait eu très peur, que ça avait fait mal, oui, mais que son papa avait construit cette maison pendant qu'elle se soignait, et que chaque fois qu'elle voyait la maison grandir, elle sentait l'espoir qu'elle allait guérir, qu'elle allait pouvoir vivre là avec sa famille. Le petit garçon a alors regardé autour de lui, les murs, le plafond, les meubles, et a dit quelque chose qui a fait pleurer Ngoya. « Alors cette maison m'a sauvée aussi, hein maman, parce que si tu n'étais pas guérie, je ne serais pas née. » La simplicité de cette logique enfantine avait capturé parfaitement l'essence de tout. Cette maison avait sauvé toute la famille, pas seulement Ngoya. Elle avait donné une raison à elle de se battre. Elle lui avait donné de l'espoir pour continuer. Elle avait donné un avenir à eux tous. Bopaka, qui avait entendu la conversation depuis la cuisine, est entré dans le salon et les a serrés tous les deux dans ses bras. Il a dit à Mbuyi que c'était exactement ça, que cette maison était spéciale parce qu'elle avait été faite avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de foi. Et que tant qu'il vivrait là, il se souviendrait toujours que l'amour est plus fort que n'importe quelle maladie, que n'importe quelle peur. Les années ont continué à passer et leur vie a continué à être bonne. Il y a eu les hauts et les bas normaux que toute famille a, bien sûr. Il y a eu des factures à payer, il y a eu des soucis avec l'école de Mbuyi, il y a eu de petits désaccords entre le couple comme tout le monde en a. Mais au fond, ils savaient qu'ils avaient quelque chose de précieux, quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent jamais à avoir. Ils avaient affronté ensemble le pire que la vie pouvait offrir et en étaient sortis victorieux de l'autre côté. La maison a continué à être bien entretenue. Bopaka n'a jamais cessé de faire des améliorations. Il y avait toujours quelque chose qu'il voulait réparer, un détail qu'il voulait ajouter. Il a mis une balançoire dans la cour pour Mbuyi, a construit une niche quand ils ont adopté un chien errant que le petit garçon avait trouvé dans la rue, a fait un nouveau parterre pour que Ngoya plante ses fleurs préférées. Chaque ajout était fait avec le même soin qu'il avait eu lors de la construction originale. Il n'engageait jamais personne pour faire ces choses, il les faisait toujours lui-même, de ses propres mains. C'était sa façon de continuer à construire cet espace, de continuer à investir de l'amour dans cet endroit qui avait tant signifié pour la famille. Ngoya a continué à rendre visite aux femmes qui passaient par un traitement contre le cancer. Elle ne le faisait pas très fréquemment, ne voulait pas que ça devienne quelque chose qui ressemble à un travail. Mais de temps en temps, quand une connaissance le demandait,
Quand quelqu'un à l'hôpital se souvenait d'elle et lui demandait de parler avec une nouvelle patiente, elle y allait. Et elle apportait toujours les photos de la maison, racontait toujours l'histoire de comment son mari avait construit ça pendant qu'elle luttait pour sa vie. Beaucoup de femmes étaient émues en entendant cette histoire. Ce n'était pas juste parce que c'était beau, mais parce que ça montrait qu'il y avait de l'espoir même dans les situations les plus désespérées. Si Ngoya avait réussi, elles aussi pouvaient réussir. Si Bopaka avait réussi à trouver une façon de maintenir l'espoir vivant en construisant une maison, leurs maris aussi pouvaient trouver leur propre façon d'aider. Il y a eu une femme en particulier qui a été très touchée par l'histoire. Elle était au début du traitement, très effrayée, pensant qu'elle ne serait plus jamais heureuse. Après avoir parlé avec Ngoya, elle a demandé à son mari de faire quelque chose de spécial, quelque chose qui lui donne une raison concrète de se battre. Le mari, inspiré par l'histoire de Bopaka, a décidé de rénover complètement la chambre du couple. Ce n'était pas construire une maison entière, mais c'était quelque chose, c'était un projet, c'était un avenir en train d'être planifié. La femme a suivi chaque étape de la rénovation, même les jours où elle se sentait horrible à cause de la chimio. Elle a choisi les couleurs, les meubles, les détails. Et quand c'était terminé, elle a dit que ça lui avait donné la même chose que la maison avait donné à Ngoya, la certitude que ça valait la peine de se battre, qu'il y avait un avenir qui l'attendait. Elle a guéri aussi, et des années plus tard a envoyé un message à Ngoya pour la remercier, disant que son histoire avait sauvé sa vie d'une façon indirecte mais très réelle. Ces histoires étaient courantes. Ngoya recevait des messages de temps en temps de personnes qui avaient entendu parler d'elle et de Bopaka, des personnes qui s'étaient inspirées d'eux, des personnes qui avaient trouvé la force de continuer à se battre parce qu'elles avaient vu qu'il était possible de survivre, qu'il était possible d'être heureux à nouveau après le cancer. Ils n'ont jamais cherché la publicité, n'ont jamais voulu apparaître, n'ont jamais pensé à transformer ça en quelque chose de plus grand que ce que c'était. C'était juste leur histoire, simple et belle, de comment l'amour avait vaincu la peur. Mais de bouche à oreille, cette histoire s'est répandue, touchant d'autres familles, inspirant d'autres personnes. En 2023, 12 ans après le diagnostic, Ngoya a eu 47 ans. La fête était dans la maison, bien sûr, comme tous ses anniversaires depuis qu'ils y avaient emménagé. Mbouyi, déjà âgé de 8 ans, a aidé son père à décorer. Ils ont rempli la maison de ballons, ont fait un grand gâteau. Il y avait beaucoup de monde, des amis, de la famille, des collègues de travail. Au milieu de la fête, Ngoya m'a appelé dans un coin et a dit « Maman, parfois je m'arrête et je pense à comment je suis vivante, comment je suis là, en bonne santé, heureuse, avec mon fils qui grandit, avec mon mari à mes côtés. 12 ans auparavant, je pensais que j'allais mourir, et regarde où je suis. J'ai serré ma fille dans mes bras et j'ai pleuré, parce que c'était vrai. Elle avait vaincu des probabilités impossibles, avait survécu, avait construit une belle vie après tout. Et le plus beau, c'est qu'elle n'a pas survécu juste parce qu'elle a eu un bon traitement médical, bien que ça ait été important. Elle a survécu parce qu'elle a eu un mari qui a trouvé une façon de lui donner de l'espoir dans les moments les plus sombres. Elle a survécu parce qu'elle a eu un projet, un avenir, une raison concrète de continuer à se battre. Elle a survécu parce que Bopaka a littéralement construit leur avenir, brique par brique, mur par mur. Aujourd'hui, en 2025, alors que je raconte cette histoire pour vous, Ngoya a 49 ans et est complètement guéri depuis 14 ans. Mbouyi a 10 ans et est un garçon heureux, en bonne santé, plein de vie. Bopaka a 53 ans et continue à être le même homme dévoué, attentionné, aimant qu'il a toujours été. Et la maison, cette maison qu'il a construite avec tant d'amour, reste debout, solide, pleine de vie et de bons souvenirs. J'ai 73 ans maintenant et je continue à visiter ma fille chaque semaine. Je continue à boire du café sur la véranda de cette maison, à voir mon petit-fils jouer dans la cour, à discuter avec ma fille de la vie. Et chaque fois que j'entre dans cette maison, je me souviens de tout ce qu'on a traversé pour arriver jusqu'ici, de toute la peur, de toute la douleur, mais aussi de tout l'amour, de tout l'espoir. L'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui n'est pas sur le cancer, bien que le cancer en fasse partie. C'est sur l'amour.
c'est sur un homme qui, quand il a vu la femme qu'il aimait affronter la mort, a décidé de littéralement construire leur avenir. C'est sur une femme qui a trouvé la force de se battre parce qu'elle a vu qu'il y avait quelque chose de concret qui l'attendait de l'autre côté de la souffrance. C'est sur une famille qui est restée unie même quand tout semblait perdu. Et vous savez ce qui est le plus beau dans tout ça? C'est que le cadeau que Bopaka a fait à Ngoya n'était pas juste la maison. C'était l'espoir. C'était la foi en l'avenir. C'était la certitude qu'il était là, à ses côtés, construisant leur lendemain pendant qu'elle se battait pour atteindre ce lendemain. Chaque brique qu'il posait était une promesse qu'elle allait survivre. Chaque mur qu'il érigeait était une preuve que ça valait la peine de se battre. Parfois les gens me demandent quel a été le secret pour que Ngoya survive au cancer. Et je dis toujours la même chose. C'était l'amour. C'était d'avoir quelqu'un qui a cru en elle quand elle-même avait cessé de croire. C'était d'avoir un mari qui, au lieu de rester paralysé par la peur, a décidé de faire quelque chose, de construire quelque chose, de créer quelque chose qui donne un sens au combat. Parce que c'est ce que fait l'amour véritable, mes chers. Il n'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. Il ne se paralyse pas face à la peur. Il agit. Il construit. Il crée l'avenir même quand le présent semble impossible à supporter. Bopaka a construit une maison, mais il existe 1000 autres façons de construire l'avenir. L'important est de ne pas abandonner. C'est de continuer à croire. C'est de continuer à aimer même quand tout semble perdu. Aujourd'hui, quand je regarde ma fille vivante et heureuse, mon petit-fils qui grandit en bonne santé, mon gendre qui continue à être le même homme merveilleux qu'il a toujours été, je remercie Dieu tous les jours. Je remercie de ne pas avoir pris ma fille. Je remercie d'avoir mis Bopaka dans sa vie. Je remercie pour cette maison, pour chaque brique, pour chaque mur, pour chaque détail qui a été fait avec amour. Et s'il y a un message que je veux laisser pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, c'est celui-ci. N'abandonnez jamais. Peu importe à quel point la situation semble difficile, peu importe à quel point l'avenir semble impossible, il y a toujours une façon de continuer. Il y a toujours une façon de trouver l'espoir. Parfois c'est en construisant une maison, parfois c'est en rénovant une chambre, parfois c'est en plantant un jardin, parfois c'est simplement être présent, tenir la main, dire que tout ira bien. L'amour a ce pouvoir, mes chers. L'amour véritable, celui qui n'abandonne pas, celui qui construit l'avenir, celui qui continue à croire, même quand tout semble perdu. C'est ça qui a sauvé ma fille. Ce n'était pas juste le traitement médical, bien qu'il ait été important. C'était l'amour. C'était d'avoir quelqu'un qui a littéralement construit son avenir pendant qu'elle se battait pour atteindre cet avenir. Et vous savez ce qui m'émeut le plus dans toute cette histoire? C'est que cette maison reste là, solide, belle, pleine de vie. Les murs que Bopaka a érigés avec tant de soin restent debout, protégeant sa famille. Le jardin qu'il a planté continue à fleurir à chaque saison des pluies. La cour où il rêvait de voir les enfants jouer est pleine du rire de Mambouyi chaque jour. Cette maison est la preuve physique que l'amour gagne, que l'espoir gagne, que ça vaut la peine de se battre, de construire, de croire. Chaque brique de cette maison est une preuve que Bopaka n'a jamais douté que Ngoya allait survivre, même quand elle-même avait des doutes. Chaque mur est une preuve qu'il construisait un avenir pour le couple, pas un mémorial. Je suis déjà une vieille dame. J'ai déjà vu beaucoup de choses dans la vie, mais je peux dire avec toute certitude que ce que Bopaka a fait pour ma fille a été la plus grande démonstration d'amour que j'ai jamais vue dans ma vie. Et j'ai déjà vu beaucoup de belles choses, j'ai déjà vu beaucoup de couples amoureux, j'ai déjà vu beaucoup d'histoires d'amour. Mais construire une maison entière, travailler jusqu'à l'épuisement, investir chaque franc qu'il avait, tout ça pendant que la femme qu'il aimait luttait contre le cancer, c'est un type d'amour qu'on ne voit pas tous les jours. Et vous savez ce qui est le plus impressionnant? Bopaka n'a jamais parlé de ça comme si c'était un sacrifice. Il ne s'est jamais présenté comme un héros, n'a jamais attendu de reconnaissance, n'a jamais voulu que personne soit impressionné. Pour lui, c'était simplement ce qui devait être fait. C'était sa façon de montrer à Ngoya qu'il croyait en leur avenir, qu'il était certain qu'elle allait gagner cette bataille. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec lui quelques années après, quand tout était déjà passé, quand Ngoya était déjà guéri,
et que Mbouyi était déjà né. Je lui ai demandé s'il avait eu peur de construire cette maison et de perdre Ngoya quand même à la fin. S'il avait eu peur que tout ce travail, tout cet investissement devienne juste un souvenir douloureux. Il est resté silencieux un moment puis a dit « Maman Thérèse, j'avais très peur, oui. Chaque jour je me réveillais avec la peur de la perdre. Mais j'ai choisi de transformer cette peur en action. Chaque brique que je posais était une façon de dire à l'univers, à Dieu, à moi-même, que je n'allais pas accepter la possibilité qu'elle meure. Je construisais un avenir, pas une tombe. Et si à la fin tout tournait mal, au moins je saurais que j'ai fait tout ce que je pouvais, que je ne suis pas restée sans rien faire. » Ces mots m'ont beaucoup marqué, parce qu'ils résument parfaitement ce que c'est d'affronter une situation difficile avec amour et courage. Bopaka n'est pas resté paralysé par la peur, n'est pas resté juste à prier et à attendre, il a agi. Il a transformé la peur en espoir concret, en mur réel, en un espace physique qui représentait la vie qu'ils allaient encore vivre ensemble. Et Ngoya, de son côté, a trouvé dans cette maison la force dont elle avait besoin pour continuer. Elle m'a dit plusieurs fois au fil des années que sans ce projet, sans pouvoir suivre chaque étape de la construction, elle ne sait pas si elle aurait tenu. Parce que la chimiothérapie est cruelle, mes chers. Elle tue les cellules cancéreuses, mais détruit aussi beaucoup de bonnes choses dans le processus. Et il y a des moments pendant le traitement où la personne se sent si mal, si fatiguée, si désespérée, qu'il est très facile de penser à abandonner. Mais chaque fois que cette pensée venait dans la tête de Ngoya, elle regardait les photos de la maison qui grandissait, où y allait personnellement quand elle en avait la force, et voyait ses murs monter, ce toit être posé, ses fenêtres être installées. Et elle pensait « Ça c'est réel, cette maison est à moi. Je vais vivre ici avec mon mari. Je dois juste tenir encore un peu. » C'est cette concrétude qui l'a sauvée. Ce n'était pas un espoir vague que tout irait bien. C'était une maison réelle, physique, qui était construite spécifiquement pour elle, pour son avenir. Il était impossible de regarder ça et de ne pas sentir que ça valait la peine de continuer à se battre. Et vous savez ce qui m'émeut le plus quand je pense à toute cette histoire? C'est qu'elle montre qu'il existe beaucoup de façons de prendre soin de quelqu'un qui traverse un moment difficile. Bopaka n'était pas médecin, il ne pouvait pas guérir Ngoya. Mais il pouvait lui donner de l'espoir. Et c'est exactement ce qu'il a fait, de la façon la plus concrète et belle possible. Beaucoup de gens qui traversent des situations difficiles avec quelqu'un qu'ils aiment se sentent impuissants, se sentent inutiles, pensent qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire. Mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une façon d'aider, de donner de l'espoir, de montrer que l'avenir existe. Ça ne doit pas forcément être construire une maison, ça peut être quelque chose de complètement différent. Mais l'important est de ne pas rester sans rien faire. C'est de ne pas laisser la peur paralyser. Aujourd'hui, quand je vois Mbouyi courir dans la cour de cette maison, jouer sur la balançoire que son père a faite, aider sa mère à arroser les fleurs, je pense à comment ce garçon est le résultat de beaucoup de luttes, de beaucoup d'amour, de beaucoup de foi. Il n'imagine même pas à quel point son existence est un miracle, à quel point chaque jour qu'il vit dans cette maison est une victoire contre l'impossible. Ngoya lui raconte, bien sûr, raconte la maladie, le traitement, comment son père a construit la maison. Mais pour l'enfant, tout ça semble une histoire lointaine, quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Il ne peut pas imaginer sa mère malade, chauve, faible. Pour lui, sa maman a toujours été cette femme forte, pleine de vie, qui se lève tôt chaque jour pour lui préparer son petit déjeuner avant l'école. Et c'est comme ça que ça doit être, en fait. La souffrance fait partie de la vie, mais elle n'a pas besoin de la définir. Ngoya a beaucoup souffert pendant ces mois de traitement, mais aujourd'hui cette souffrance n'est qu'une petite partie de son histoire. La plus grande partie de son histoire parle de la vie qu'elle a construite après, des années heureuses qu'elle a eues, du fils qu'elle a élevé, de l'amour qu'elle a vécu et continue de vivre. Bopaka aussi a beaucoup changé après tout ça. Il a toujours été un homme bien, mais cette expérience l'a rendu encore meilleur. Il a appris que la vie peut changer en une seconde, que les gens qu'on aime peuvent nous être enlevés sans prévenir. Et c'est pourquoi il vit chaque jour de façon plus intense, plus présente, plus reconnaissante. Il ne laisse jamais passer un jour sans dire à Ngoya qu'il l'aime.
Il ne laisse jamais passer une occasion de serrer son fils dans ses bras. Il ne remet jamais à plus tard les choses importantes parce qu'il sait que demain n'est pas garanti. Et en même temps, il continue à planifier l'avenir, à faire des améliorations dans la maison, à rêver des années qu'ils vont encore vivre ensemble. C'est une leçon que j'ai apprise d'eux. Il est possible de vivre le présent avec intensité et en même temps d'avoir de l'espoir pour l'avenir. L'un n'exclut pas l'autre. En fait, ils se complètent. Bopaka vit chaque jour comme s'il était précieux, parce qu'il sait qu'il l'est, mais en même temps, il continue à construire, à planifier, à créer l'avenir. Leur maison aujourd'hui est différente de quand elle était terminée en 2012. Il y a plus de choses, plus de souvenirs, plus de marques de la vie qui a été vécue là. Il y a les marques de taille de Mbouyi sur le mur de la cuisine, montrant comment il a grandi au fil des années. Il y a des photos de famille partout. Il y a des plantes que Ngoya a ajoutées avec le temps. Il y a de petites rénovations que Bopaka a faites. Mais l'essence reste la même. Ça continue d'être cette maison qui a été construite avec amour, avec espoir, avec foi en l'avenir. Les murs restent solides, protégeant la famille. Le toit continue à les couvrir. Le jardin continue à fleurir. Et plus important, la famille continue heureuse, unie, reconnaissante pour chaque jour qu'elle a ensemble. Je sais que toutes les histoires de cancer ne finissent pas bien. Je sais que beaucoup de familles passent par la même chose que nous avons vécue et n'ont pas la fin heureuse que nous avons eue. Et mon cœur souffre pour ces familles, pour ces personnes qui ont tant lutté mais n'ont pas réussi à vaincre. Mais même ainsi, je crois que l'amour vaut toujours la peine, que se battre vaut toujours la peine, qu'avoir de l'espoir vaut toujours la peine. Parce que même quand on perd la bataille, même quand la personne qu'on aime ne survive pas, l'amour qui a été démontré pendant la lutte continue à valoir. Les bons souvenirs continuent d'exister. Le temps qui a été vécu ensemble continue à avoir du sens. Et savoir qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, qu'on n'a pas abandonné, qu'on a aimé jusqu'à la fin, ça apporte une paix que rien d'autre ne peut apporter. Dans le cas de ma famille, on a eu de la chance, on a eu la bénédiction de voir Ngoya survivre et prospérer. Mais je sais que ce n'était pas que de la chance. C'était aussi l'amour de Bopaka qui l'a gardée forte. C'était aussi sa détermination à elle de ne pas abandonner. C'était aussi les prières de nous tous qui l'aimions. C'était une combinaison de tout ça qui a résulté en ce miracle qu'elle est vivante aujourd'hui. Mes chers, j'ai déjà beaucoup parlé ici. J'ai déjà raconté cette histoire qui m'émeut encore tellement après tant d'années. Si vous êtes arrivés jusqu'ici en m'écoutant, je vous remercie du fond du cœur. Partager ces souvenirs avec vous est une façon de garder vivant le message d'espoir que cette histoire porte. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez traverse quelque chose de difficile, que ce soit le cancer ou n'importe quelle autre maladie, n'importe quelle autre situation compliquée, je veux que vous sachiez qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une façon de continuer. Et que l'amour véritable a un pouvoir immense de guérir, de fortifier, de donner du sens au combat. N'abandonnez pas. Continuez à aimer. Continuez à vous battre. Continuez à croire que l'avenir existe, même quand le présent semble insupportable. Parce qu'il existe, oui, mes chers. L'avenir existe. Et parfois, comme dans le cas de Bopaka et Ngoya, on doit construire cet avenir littéralement, brique par brique, avec nos propres mains et beaucoup d'amour dans le cœur. La maison que mon gendre a construite reste là, solide et belle, pleine de vie et de joie. Et chaque fois que j'y entre, je me souviens que l'amour construit, l'amour guérit, l'amour gagne. Toujours. Si vous avez aimé mon histoire, s'il vous plaît, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Ça montre que mon histoire n'a pas été racontée en vain. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, j'adore savoir que ma voix arrive dans tant de coins différents. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse un combat similaire, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, on a juste besoin de savoir que d'autres personnes ont réussi, pour avoir la force de continuer à essayer. Merci de m'avoir écouté, mes chers. Que Dieu bénisse chacun de vous, et que vous ne perdiez jamais l'espoir, peu importe à quel point la situation semble difficile. Un baiser dans le cœur de chacun et à la prochaine histoire.